Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes mardi, il est 19h30, c'est l'heure d'aussi mettre toute l'actualité du football en Nouvelle-Aquitaine. C'est ici pendant 20 minutes avec nos deux experts du soir, Frédéric Larry, chef du service des sports de Sud-Ouest. Bonsoir Frédéric, merci d'être à nos côtés ce soir pour évoquer l'actu du ballon rond. Nicolas Paolorsi, spécialiste de tous les ballons, y compris du football, journaliste à RMC Sport, en tout cas rugby et ballon. Pour parler de l'actualité ce soir qui est très chargée, voici les thèmes de cette émission. Nous allons évoquer bien sûr les Girondins de Bordeaux, alors sur le terrain, puisque les Bordelais ont renoué avec la victoire à domicile le week-end dernier, mais les Girondins en plein doute sur le plan financier. Nous parlerons aussi de leur ancien président, Stéphane Martin. Pourquoi ? Parce qu'il n'est jamais très loin des projets ou des idées de rachat du club. Nous évoquerons également la Coupe de France. Va-t-elle être réservée simplement au club professionnel cette saison ? Bref, une deuxième Coupe de la Ligue à cause de la pandémie, bien évidemment. Et nous parlerons du choc de la première division féminine qui aura lieu ce vendredi soir entre le leader parisien et le troisième, Bordeaux. D'abord, la Ligue 1. Nicolas Paolorsi avec vous. Bordeaux, enfin maître à domicile face à Lorient. Quelle perf face au 19e ? Je vous sens ironique là. Pas du tout. 2-1. Non, mais ça fait du bien de les voir gagner. Ça fait du bien de voir un petit peu de jeu. Parce qu'on a vu un petit peu de jeu. Franchement, face à un bloc qui était assez bas, non mais je vous dis pas que c'était trop. Non, on vous laisse vous exprimer, Nico. Allez-y, allez-y. Non mais franchement, on a vu quand même, il faut le dire. Une bonne équipe de Lorient a tweeté. Et oui, Rémi Houdin. Non mais on voit quand même quelques purges, il faut le dire, cette saison en Matmut Atlantique. Là, c'était pas le cas parce que Lorient a joué au foot aussi et que du coup, c'était une rencontre assez vivante. Voilà, après, heureusement, j'ai envie de dire que les Girondins battent Lorient qui restait sur 4 matchs sans victoire, qui venait d'en prendre 5 à la maison face à Monaco. Si les Girondins ont des prétentions, à savoir essayer de jouer la 8e place, il faut battre le 19e de Ligue 1. Mais on a vu des choses intéressantes. On a vu Rémi Houdin qui met un doublé, ça c'est important. On rappelle que Rémi Houdin a été acheté 10 millions d'euros quand même. Il a un statut à assumer. Et non, mais je vous sens moqueur, hein. C'est vous, mais je vois un petit peu. Je vous écoute religieusement, Nicolas. Mais non, mais on est content pour Rémi Houdin parce qu'il en avait besoin. Il était venu avant la trêve pour nous dire qu'il avait besoin de ce déclic-là et ça va lui faire du bien. Frédéric Larry, est-ce que vous êtes convaincu aussi par cette victoire bordelaise face à Lorient ? Ouais, il fallait gagner. Oui, il fallait gagner. C'est vrai que contre Lorient, il y a toujours des matchs assez plaisants. C'est une équipe qui, est, même quand elle est mal classée, comme c'est le cas, qui ne ferme pas le jeu, qui a un entraîneur aussi qui prône ce jeu-là. C'est important. C'est quand même 4 points sans Hatem Ben Arfa, puisque ça venait après là, par contre, une vraie purge à Metz. Donc c'est quand même 4 points qui permettent à Bordeaux d'être 10e d'être tranquille pour le maintien. Voilà, à mi-chemin, d'être à peu près 26 points. 26 points à mi-chemin, donc maintien tranquille et petite possibilité d'aller voir au-dessus si ça veut rigoler. Mais effectivement, même contre Lorient, on a vu que c'était quand même difficile parce que c'est très fragile. Lorient aurait pu mener à la pause au lieu d'être mené. Mais bon, après c'est gagné, ça fait partie des moments importants d'une saison. Hatem Ben Arfa a manqué ou pas ? Alors, si on regarde les stats, je n'ai pas exactement les chiffres précis, mais figurez-vous que Bordeaux prend plus de points sans Hatem Ben Arfa depuis le début de saison qu'avec Hatem Ben Arfa. Maintenant, on sait qu'en termes de stats, Ben Arfa, c'est 2 buts, 4 passes D. Je crois qu'il est aussi à un penalty provoqué. Il frappe un corner à Paris. Donc voilà, il est décisif, il est impliqué sur beaucoup de buts. Après, avec ou sans Hatem Ben Arfa, je trouve que ça change surtout une seule chose, Fred, c'est que Bordeaux sans Hatem Ben Arfa, c'est un vrai bloc défensif compact qui est capable d'aller presser haut ensemble, de défendre ensemble. Et on sait qu'Hatem, c'est un électron libre, qu'il est délesté de certaines charges et tâches défensives. Et ça se ressent. Des fois, Bordeaux presse un peu n'importe comment quand il est là. Même s'il apporte énormément offensivement, du coup, ça sacrifie un peu la partie défensive. Et là, je trouve qu'on a vu un bloc bordelais assez cohérent sans Hatem. Oui, tout à fait. C'est vrai que Bordeaux, sans Hatem Ben Arfa, prend plus de points, mais marque moins de buts. Donc voilà, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que effectivement, quand lui est là, l'équipe doit s'adapter à son positionnement, puisqu'il est, comme vous l'avez dit, il est électron libre. Donc après, moi je préfère qu'il soit sur le terrain. Ouais, mais moi aussi. Voilà. C'est quand même plus sympa. Pour les yeux, c'est bien quand même. C'est quand même plus sympa à regarder. Pas toujours en regardant les Girondins. C'est mieux que Josh Maja quand même, non ? C'est mieux qu'en Hatem Ben Arfa pour le spectacle. Et sur le terrain, on va parler des coulisses des Girondins, en tout cas des finances du club. 26 licenciements sont prévus dans le personnel administratif dans les prochaines semaines. C'est la suite d'un plan de départ volontaire qui n'a pas abouti à l'automne. Bordeaux menacé dans sa survie, si l'on en croit un email interne
de Frédéric Longuepée à ses salariés. Il parle de pertes jusqu'à 65 millions, voire 80 millions possibles au mois de juin. Il y a de quoi s'inquiéter, non ? Oui, c'est pas vraiment surprenant parce qu'on savait que... Pour tous les clubs, ils sont en danger, les clubs, de toute façon. Pour tous les clubs, mais pour Bordeaux en particulier, parce que Bordeaux, les pertes liées au Covid et au gel des droits télé s'ajoutent à une perte structurelle d'environ 35 à 40 millions d'euros. Parce que s'il y a 55 à 65 millions de déficit, il y en a quand même 40. C'est le noyau dur que Bordeaux n'arrive pas à résorber, quoi. C'est ça qui est creusé depuis. C'est ça qui est inquiétant. Donc ça serait très très inquiétant s'il n'y avait pas un propriétaire qui a une telle surface financière. Alors, mais King Street a déjà mis 30 millions ou 35 millions l'été dernier pour sauver le club. Là, ils sont prêts à en mettre 50. Mais ils se sont engagés à la DNCG à continuer. On va se faire sauter à la gorge par plein de monde, mais la grande force des Girondins là, dans la période actuelle, c'est d'avoir un fonds d'investissement à sa tête. Alors, ok, ils n'ont pas fait que des choses bien pour le club, mais maintenant, comme l'a dit Fred, King Street et Fortress a une telle surface financière qu'ils peuvent pallier ces 80 millions. Si jamais ils veulent réinjecter un peu de sous pour passer l'étape de la DNCG, ils peuvent le faire. Et ils ont les moyens de le faire, ils ont les reins assez solides pour le faire. Donc, ce que beaucoup de clubs de Ligue 1 n'ont pas, pour le coup. Donc ça, c'est la grande chance de Bordeaux actuellement. Maintenant, oui, bien sûr, il faut être inquiet pour Bordeaux. Ce plan de licenciement, il est dramatique, mais il est dans la suite logique des choses. Parce que quand vous avez plus de 300 salariés, que vous êtes les Girondins de Bordeaux avec un budget qui avoisine autour de la 8e, 10e place, j'ai plus les chiffres pour cette saison précisément, mais vous ne pouvez pas vous permettre d'être un club qui a plus de 300 salariés, c'est pas possible. Alors, il y a des départs de personnel administratif, il y aura aussi des joueurs en fin de contrat au printemps qui ne seront pas renouvelés. Je crois que Frédéric Longuepée parle de 4 joueurs en fin de contrat. En tout cas, il n'y aura pas de remplaçant, on va dire, pour la saison prochaine. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'ambition, pas forcément l'ambition, mais le niveau sportif des Bordelais? Moi, je pense que l'inquiétude à moyen terme, elle est là. C'est-à-dire que il y a une urgence financière, donc la direction du club prend des mesures, donc suppression de postes qui sont dramatiques pour le personnel administratif, parce qu'eux, ils ne peuvent pas rebondir forcément dans un autre club comme un joueur. Mais il y a aussi, entre guillemets, un plan de restriction pour les joueurs, puisqu'ils sont déjà annoncés 4 départs non remplacés. Bon, on en connaît au moins 3, Jovanovic, Pounjé et Depréville et Pounjé. Ouais, ces 3, il y en a au moins 3 sur les 4 qui savent qu'ils ne seront pas, leur contrat se termine, ils n'auront pas de proposition de contrat. Donc voilà, donc ça ferait une économie de salaire de 6 millions d'euros. Mais ce qui est inquiétant, c'est que on peut imaginer que Bordeaux va perdre de la valeur sportive. Et quand on voit déjà cette année que Bordeaux n'a pas une marge de manœuvre hyper large avec le bas de tableau, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter pour la saison prochaine. Fred, je me pose la question, mais est-ce que si on perd Pounjé, Depréville et le 3e, on a dit Jovanovic. Est-ce que vraiment on perd en compétence sur le terrain? Pas complètement convaincu non plus. Mais bon. Ouais, mais pose la question. On perd des joueurs en nombre aussi. Non, mais par contre, on perd des joueurs. On perd des cadres aussi, des mecs expérimentés, ça je suis d'accord. Mais en termes de qualité pure sur le terrain, je me dis quand on voit le rapport qualité-prix d'un Depréville, d'un Pounjé, d'un Jovanovic, c'est peut-être le moment d'essayer de lancer des jeunes qui n'ont pas encore le niveau Ligue 1, mais si on veut les développer, c'est peut-être maintenant. Oui, mais c'est risqué parce que lancer des jeunes, c'est bien, mais il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions. Et l'autre partie de ce plan de restriction, c'est que Bordeaux ne va pas recruter, ou très peu, et va prendre le risque de voir partir ses meilleurs joueurs. Parce que dans une période de mercato, on peut dire ce qu'on veut, les joueurs qui sont contactés, c'est les joueurs qu'on n'a pas envie de voir partir. Hein. En général, ce n'est pas ceux qu'on veut. Donc on pourrait peut-être avoir des départs, certains départs non voulus, et après la question sera quelle marge de manœuvre aura Bordeaux pour les remplacer, ces joueurs qui sont importants, et surtout, il ne faudra pas se tromper. Je voudrais qu'on évoque maintenant, messieurs, on reste à les Girondins pour parler de Stéphane Martin, l'ancien président qui est parti il y a 2 ans. Alors, incontournable avec un point d'interrogation pour parler de Stéphane Martin, mais toujours plus ou moins dans les projets de rachat autour du club, etc., sans qu'il y soit forcément à la tête d'un rachat. Vous aviez évoqué récemment dans le Sud-Ouest, Frédéric, le projet de Franco avec des Français pour acheter le club où il aurait été président. Il y a d'autres noms qui circulent avec des hommes d'affaires asiatiques à l'heure actuelle, avec Stéphane Martin dans la boucle. Il a envie de revenir au Girondins? Oui, il a envie de revenir au Girondins, je pense. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est pour le coup un amoureux du club, et ça c'est vrai, c'est un vrai supporter, Stéphane Martin. Il aime les Girondins de Bordeaux, et puis je crois que son passage à la tête du club lui a vraiment plu. Donc il aimerait retrouver un projet solide. M6 l'avait un peu placé, même clairement placé pour faire la transition, pour préparer une vente. Voilà, c'est sûr que dans le projet, Fred va en parler mieux que moi, mais c'est vrai qu'il était potentiellement président dans le projet de Pascal Rigaud. Et en tout cas, lui, voilà, il a cette ambition-là, retrouver un poste un jour dans le foot. Il aimerait bien que ce soit au Girondins, mais je pense que globalement, Stéphane Martin aimerait retravailler dans le foot. Alors il y avait Pascal Rigaud, le projet d'homme d'affaires avec Stéphane Martin, président, pour acheter le club.
Aujourd'hui, il y a encore des discussions entre eux ou d'autres? Oui, c'est peut-être pas des discussions quotidiennes ou hebdomadaires, mais il y a toujours ce lien, Pascal Rigaud qui est toujours là, qui continue de préparer son projet et qui attend peut-être que King Street, au bout d'un moment, dise voilà, on est prêt à ouvrir la discussion. Pour l'instant, King Street ne veut pas vendre le club à perte. Est-ce que King Street est prêt à encore exiger 100 millions d'euros comme cet été pour vendre le club? C'est l'argent que King Street a mis dans le club. J'espère qu'ils ont revu leurs prétentions à la baisse s'ils veulent vendre le club, mais pour l'instant, comme l'a dit Frère, ils veulent pas vendre. Donc ils aimeraient encore valoriser un petit peu leurs produits, si on peut dire comme ça. Enfin, en tout cas, voilà, essayer de limiter les pertes, je pense, avec les Girondins de Bordeaux. Là, ça va être compliqué parce que l'an dernier, ils ont mis 30 millions, ils vont en mettre plusieurs dizaines encore cet été. On l'a dit, pour un fonds d'investissement comme eux, vous savez, 100 millions, c'est pas grand-chose dans leur portefeuille. Donc peut-être qu'avec les Girondins... En fait, le problème de King Street, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Ils communiquent jamais. Donc, mais si jamais ils ont décidé de garder le club, ils peuvent le garder. Hein. Ils ont les reins assez solides pour le faire. Quel est le juste prix de Bordeaux aujourd'hui? Un club qui... Alors, comment on le calcule, ce juste prix? Par rapport à son passé, par rapport à son standing, par rapport à sa vitrine internationale, par rapport à la marque de la ville Bordeaux? Cher à Frédéric Longuepé, la marque Bordeaux, aujourd'hui, elle vaut quoi? La marque Bordeaux, c'est vrai qu'à l'international, moi, franchement, à part quelques grands clubs internationaux et encore qui sont vraiment actifs à l'international et qui, style Real Madrid, Bayern Munich, Barça, même le PSG, PSG avec Neymar. Sinon, moi je pense que là, ce qui se calcule, c'est déjà la valeur des joueurs. Hein. Les seuls actifs d'un club, c'est les joueurs. Et bon, là c'est pas l'effectif, entre guillemets, n'a pas une valeur très, très, très importante. Il n'y a pas un Malcolm, il n'y a pas un joueur qui permet qui pourrait partir à 40 millions pour l'instant. Est-ce que le prix de Bordeaux aujourd'hui, c'est pas celui de sa dette, en fait, tout simplement? S'il n'y a pas quelqu'un qui arrive avec 50, 60 millions et King Street va réfléchir à deux fois? Moi, j'allais vous dire 50 millions, je pense. Je ne suis pas King Street, mais est-ce qu'ils ne vont pas réflechir sur quelque chose de concret? Ça dépend si on compte la dette ou pas dedans. Oui, voilà, si on compte la dette, c'est zéro. Enfin, pour moi, c'est zéro. Enfin, c'est pas grand-chose. Si King Street dit on vous laisse le club et on met les comptes à zéro, ce qu'a fait M6 en fait, en récupérant de l'argent sur la vente de Malcolm, là 30, 40, mais moi je trouvais déjà à l'époque le prix acheté par GACP et King Street pour Bordeaux était cher. Démesuré, c'est pour ça qu'M6 a lâché le club. Hein. Ouais. Jamais ils auraient espéré avoir une offre de cette ampleur sur la table. Surtout qu'au niveau du stade, il n'y a pas de marge de manœuvre non plus. Le stade n'appartient pas au club. Alors ils négocient toujours, et ça Frédéric Longuepé nous l'a dit. Voilà, ils aimeraient toujours trouver un accord avec SBA, la société, l'exploitant du stade, et la métropole qui apparemment est rentrée un peu dans les discussions, mais apparemment ils discutent toujours pour essayer de grappiller un peu quelque chose au niveau de l'exploitation du stade. On aura l'occasion d'en reparler bien évidemment des Girondins sur le terrain et en coulisses d'ici le printemps. Les Bordelais qui sont 10e avant de se déplacer à Nice ce dimanche, l'ancien club d'Hatem Ben Arfa qui pourrait effectuer son retour d'ailleurs à l'occasion de cette rencontre. On va passer à la Coupe de France. Messieurs qui se dirigent de plus en plus vers une Coupe de la Ligue bis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le tirage au sort. Alors il va y avoir deux poules, côté amateur, côté professionnel, après ils se rencontreront. Pour l'instant, il n'y a que le tirage au sort de la Coupe de France côté professionnel qui a été effectué. Bordeaux affrontera d'ailleurs le vainqueur de Toulouse ou Niort. Pau, Silva Rodez ira à Brest, équipe de Ligue 1. Est-ce qu'on se dirige donc, messieurs, vers une Coupe de la Ligue bis cette année? Parce qu'on voit mal comment les amateurs pourraient reprendre la compétition alors qu'ils sont à l'arrêt probablement jusqu'à fin février. Ben voilà, tout est dit. Je veux dire, merci. Merci d'être venu. Vous n'avez pas un autre thème? Non, je vais vous laisser parler. Non, mais les amateurs, tant qu'ils n'ont pas repris, comment peuvent-ils jouer? Déjà, le temps qu'ils reprennent, qu'ils retrouvent, qu'ils rejouent un peu, ils vont se coltiner un ou deux tours, je crois, entre eux, c'est ça. Et après, comme les pros, deux tours en pro. Voilà, on ne voit pas le bout du tunnel pour les amateurs. Il était question de sanctuariser un peu la Coupe de France au niveau gouvernemental en disant que les clubs amateurs encore en lice pourraient reprendre l'entraînement dans des conditions sanitaires très précises. Enfin, vous y croyez moyennement, Nicolas? C'est-à-dire que les clubs amateurs, c'est des gens comme vous et moi qui vont au travail, donc ils rencontrent des gens et tout ça. Donc il n'y a pas cette espèce de bulle sanitaire que peuvent avoir les pros. Donc ça n'a pas de sens. Si on fait reprendre les clubs amateurs qui participent à la Coupe de France, on fait reprendre tous les clubs amateurs. Je ne vois pas pourquoi ceux-là auraient une priorité et pas les autres. Si au niveau sanitaire, on estime que ces 32 clubs, je ne sais pas combien ils sont d'ailleurs sur la partie amateur, je m'y suis perdu un peu. Peuvent reprendre, alors que ce sont des gens qui travaillent, qui ont des emplois à côté, qui voient leur famille, qui ne sont pas forcément plus protégés que nous.
moi, ça serait, en tant que sportif amateur, je serais quand même ultra frustré de savoir que certains peuvent reprendre et pas nous. Elle a un intérêt, cette Coupe de France, pour les clubs amateurs, même à huis clos? Oui, vous allez me dire en dotation. Oui, pour les clubs amateurs. Même à huis clos, c'est-à-dire il n'y a pas de recette guichet, il n'y a pas de buvette, il n'y a pas tout ça. Franchement, moyennement, parce que dotation, c'est quoi? C'est quelques jeux de maillot, tout ça. S'ils se qualifient, en fait. S'ils se qualifient. C'est intéressant. C'est vrai que pour les clubs amateurs, ce qui est sympa dans ce genre d'aventure de Coupe de France, c'est l'engouement, c'est toute la ville qui participe. C'est ça qui fait le charme de la Coupe de France. Après, voilà. Et après, pour l'autre côté, pour les pros, faut parler clairement. Noël Le Graët, qui est président de la fédération, tient à cette Coupe de France parce que, comme on l'a dit, c'est les droits télé. C'est les droits télé. C'est la fédération a besoin de cet argent-là pour déjà que la fédération va aussi pâtir de la baisse des droits télé pour les clubs pro, parce qu'il y a une partie qui est reversée pour la Fédé. Donc déjà, perte de droits télé indirectement, et là, perte de droits télé directement. Donc la fédération aussi a besoin de cet argent. Mais moi, Nico, une Coupe de France sans amateurs, c'est pas une Coupe de France. Mais non, voilà, exactement. La Coupe de France sans amateurs, c'est pas une Coupe de France. La Coupe de France, c'est la galette saucisse, c'est la défaite à Granville, dans le stade où il y a un vent terrible, où les pros mettent, voilà, pauvre Jocelyn Gourvenec, on pense encore à lui. Mais non, mais c'est ça la Coupe de France. Et s'il n'y a pas ça, franchement, ça aurait pas elle n'aura pas d'âme cette compétition. Alors on sait que c'est une année particulière. Ouais. Mais sans les amateurs, c'est pas la Coupe de France. Et tout ceci est assujetti bien évidemment aux décisions du gouvernement pour l'évolution et la suite de la pandémie. Les clubs amateurs qui espéraient reprendre l'entraînement collectif, en tout cas avec Contact fin janvier, c'est probablement décalé à mi-février, ce qui rend quand même cette issue de la Coupe de France 2020-2021 plutôt incertaine. On va terminer cette émission, messieurs, par la D1 féminine qui reprend ce week-end après plus d'un mois de trêve et ce choc, parce que ça en est un, dans le haut de tableau entre le PSG, le leader, et Bordeaux. C'est vendredi soir, Paris favori évidemment à domicile. Ce n'est pas un test pour Bordeaux, mais c'est un match très intéressant pour les Bordelaises. Oui, tout à fait. C'est Bordeaux qui a franchi un petit cap cette année, puisqu'elles sont troisième. Elles ont passé le cap de Montpellier. Elles sont encore un peu loin de Lyon et PSG qui sont vraiment au-dessus, qui se tirent la bourre depuis de longues années. Mais en plus, là, cette année, c'est vraiment serré, puisque PSG a battu Lyon. Donc c'est un bon test. À l'aller, Bordeaux a fait match nul, 0-0. C'était déjà une bonne performance. Bordeaux sur une bonne dynamique avec des attaquantes qui marquent des buts, une équipe chaude, entre autres. Meilleur que Josh Maja, peut-être. Ouais. Mais si, je l'adore en plus, Josh Maja. Donc voilà, c'est un bon test. Et pour PSG, c'est aussi un moment important parce que PSG n'a pas le droit à l'erreur dans sa lutte avec Lyon. Bordeaux sans pression quand même pour ce déplacement, comme on l'expliquait, pour résumer ce que disait Frédéric, c'est intéressant, mais Bordeaux sans pression. Vous avez fait trop long, Bordeaux sans pression. Bordeaux sans pression, à Paris, et Bordeaux maintenant va devoir gagner face à un gros, parce que c'est vrai que l'équipe féminine progresse de saison en saison. On sait que maintenant la 3e place est qualificative pour la Ligue des Champions. Elles ont un petit matelas sur la 4e place, 4 points d'avance. 4 points. Oui, sur Montpellier. Donc voilà, pas de pression. Elles ont battu en décembre. Maintenant, pour vraiment franchir l'étape supérieure, on va dire maintenant c'est battre une fois Lyon, battre une fois le PSG. Elles ont fait 0-0 contre Paris à l'aller en championnat. Donc voilà, c'est le bon moment de montrer que cette équipe continue de progresser avec un recrutement qui est très intéressant. Justement, pour le coup, les Girondins et la cellule recrutement bossent très bien sur les féminines. Ils arrivent à trouver des joueuses qui sont super. Et une équipe qui se structure vers le plus haut niveau, c'est encore un peu tôt pour rivaliser avec Paris et Lyon. Il faudra attendre un an ou deux encore. Oui, c'est un peu tôt parce qu'il y a une question de moyens aussi. Rivaliser durablement, pardon. Durablement, oui. Bon, c'est une équipe qui franchit des caps. Bon, j'espère que surtout les problèmes financiers ne vont pas influencer la section féminine, parce qu'on peut aussi le craindre. Et elle a des résultats. Et au-delà de Bordeaux, même pour le foot féminin en général, parce qu'il y a beaucoup de la dotation aussi pour le sport féminin et le foot féminin qui est remise en cause. Donc c'est un peu inquiétant pour le développement du football féminin. Mais c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes qui se passent à Bordeaux, avec un staff intéressant, qui notamment parlait de recrutement, un staff aussi qui bosse bien pour le recrutement, un entraîneur aussi intéressant. Donc on aimerait que ça continue, qu'il y ait la Ligue des Champions l'année prochaine. Ça serait intéressant de voir ça, que ça continue. Et une équipe de Bordeaux qui joue bien et qui gagne, c'est possible. La Ligue des Champions à Bordeaux. C'est donc possible, une équipe de Bordeaux qui joue bien et qui gagne. Pas ça, je crois. Non, la Ligue des Champions à Bordeaux, non, ça date un peu. C'était il y a 10 ans, bientôt 11. Je sais pas si je la verrai un jour, moi. Si, quand même. En tout cas, l'équipe féminine bordelaise des Girondins de Bordeaux qui sera à Paris ce vendredi soir pour le choc au sommet du championnat de France féminin. Paris qui est leader, on vous le rappelle. Bordeaux qui est un solide 3e avec 4 points d'avance sur Montpellier. Bordeaux qui occupe la place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Nicolas Paolorsi, Frédéric Lahari, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir pour débriefer cette actualité du ballon rond en Nouvelle-Aquitaine. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.